Bienvenue, les amis, dans une plongée terrifiante dans les abysses numériques. Pour aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous ai prévu pas mal de choses croustillantes. Au programme, on aura des frissons, du mystère et des histoires à vous glacer le sang. Mais avant de vous emmener dans cet univers cauchemardesque de 3 histoires terrifiantes, faisons un petit détour par la définition du dark web. Qu'est-ce que c'est? Imaginez un internet parallèle, une toile d'araignée où l'anonymat est roi, où l'on échange des informations dans l'ombre la plus totale. Eh bien c'est ça. C'est ça le dark web. Mais attention, il faut savoir que le dark web n'est pas seulement qu'un repère de détraqués ou de conspirationnistes, loin de là, il est aussi un marché noir numérique où l'on trouve des choses que votre esprit n'oserait même pas imaginer. Des marchés clandestins aux échanges de données confidentielles, le dark web est un monde à part, mystérieux et souvent très effrayant. Je vous propose d'attacher vos ceintures, d'éteindre vos lumières, car dans cette vidéo, je m'apprête à vous révéler ce qui se cache derrière le voile numérique du dark web. Mais pas seul, avec un très bon pote à moi, youtubeur, Kinoui. Kinoui, c'est un créateur de contenu que je suis depuis un bon bout de temps maintenant, peut-être 2, 3 ans, 4 ans même, je sais plus du tout, ça fait très longtemps. Et je me suis dit, aujourd'hui je parle de dark web, il faut à tout prix que Kinoui soit là avec moi présent pour raconter aussi une histoire qui l'a pas mal touché. Il est spécialisé dans le contenu dark web depuis plusieurs années maintenant, et je me suis dit qu'il était obligé de l'inviter pour ce format-là. J'ai écouté son histoire, vous allez voir, elle est pas mal cool, je pense que beaucoup de personnes vont aimer. Pour les fans d'histoires flippantes autour d'internet, vous verrez, c'est assez cool. Bref, sans plus tarder, commençons avec mon histoire. Kinoui passera pour la deuxième et je finirai avec la troisième. C'est parti. La première histoire, je voulais la mettre, mais elle n'est pas honnêtement la plus connectée avec le dark web. Vous verrez, les deux autres sont vraiment à fond dans le sujet, mais là on est un petit peu à l'écart, mais pas tellement non plus, vous comprendrez pourquoi. Elle est arrivée à Margot, cette première histoire. À l'époque, elle avait environ 16 ans et entrait dans une nouvelle école secondaire. Au début de son parcours dans cet établissement d'enseignement, elle fit la connaissance d'un jeune homme assez charmant, surnommé Jacob. Bien que Jacob fût séduisant, il dégageait une étrangeté assez troublante, différente de celle qu'on observe chez les amateurs de bande dessinée Marvel, telle qu'elle. Bon, malgré cette bizarrerie perceptible, Margot, une personne particulièrement amicale, décida de mettre de côté ses inquiétudes et de devenir amie avec Jacob. Un samedi après-midi, Jacob l'invita à passer du temps chez lui, et n'ayant rien d'autre à faire, Margot accepta. Arrivée chez lui, elle observa les alentours de la propriété située dans la brousse. Il s'agissait d'une vaste étendue comprenant la maison principale où vivaient ses parents et sa sœur, ainsi qu'un appartement destiné à sa grand-mère, situé à environ 10 mètres de la maison principale où Jacob, lui, résidait seul. Consultant l'heure sur son téléphone, il était environ 17 h et elle constata curieusement l'absence totale de connexion internet. Margot trouva cela assez étrange car Telstra, la compagnie de téléphone pour laquelle elle travaillait, offrait généralement une réception fiable, même là où la réception de connexion n'était pas la plus présente. Mais amusée d'être plongée dans le décor d'un film d'horreur, elle écarta alors ses pensées de son esprit avec humour. Une fois installée dans la cuisine qui faisait également salon de Jacob, ce dernier s'éclipsa pour prendre une douche. Entendant l'eau couler dans la salle de bain, elle se laissa aller à une légère curiosité. Elle décida de jeter un léger coup d'œil dans sa chambre pour voir un petit peu la déco qu'il avait. Parmi les découvertes de ses fouilles, elle nota son ancien maillot de rugby, quelques-unes de ses œuvres artistiques en tant qu'étudiant en art, ainsi qu'une photo de style photomaton le mettant en scène avec son ex, suscitant une pointe de jalousie car elle avait quelques sentiments pour lui à cette époque-là. Ce qui l'a troublé de fou, c'était vraiment la chambre de Jacob. L'aura que dégageait cette chambre-là ne la mettait pas du tout en confiance. Au premier abord, elle avait trouvé que cette chambre paraissait tout à fait normale. Il y avait un lit avec une table de nuit, un bureau équipé d'un ordinateur high-tech et un appareil photo. Des éléments, vous me direz, très standards. Et vous avez raison. Cependant, l'attention de Margot fut attirée par un tiroir entrebâillé de la table de nuit. En l'ouvrant, elle découvrit des éléments qui déclenchèrent des signaux d'alarme chez elle. Et voici ce qu'elle a découvert à cette époque-là. Un imposant couteau de boucher bien aiguisé, une corde, des menottes de style BDSM et une bouteille contenant quelque chose qui, à son avis, ne ressemblait en rien à du lubrifiant. Elle tenta de ne pas céder à l'idée que Jacob pouvait être simplement un individu très dévié, mais une intuition intérieure lui souffla que quelque chose n'allait pas du tout. Les rumeurs circulant à l'école à propos de ses comportements inhabituels, qu'elle avait initialement au début ignorés, commençait là à prendre de plus en plus forme dans son esprit. Peu de temps après, le bruit de la douche s'arrêta. Margot reprit sa place, agissant comme si elle tentait d'améliorer la réception. Lorsque Jacob sortit de la salle de bain, il plaisanta sur la qualité de la réception
et l'approcha, l'enlaçant avec empressement, et un malaise s'installa à ce même moment sur les ressentis de Margot. Puis, de manière soudaine, il la souleva dans ses bras et la porta jusqu'à sa chambre. Pour aucune raison valable, Margot n'avait même pas parlé d'Idou à ce moment-là. Elle n'avait rien sorti de sa bouche et faisait juste les mouvements pour imiter le fait qu'elle cherchait de la connexion. Alors qu'il la déposait sur son lit, Jacob se dirigea vers son trépied, près du bureau. Il installa son appareil photo et l'orienta dans sa direction. Cette scène terrorisa Margot, craignant qu'il puisse la violer et la tuer, tout en enregistrant la scène pour la diffuser sur le web profond. Cela la poussa à s'écrier « Sortez d'ici ». Fort heureusement pour nous et pour Margot, elle avait toujours été suffisamment perspicace pour échapper à de telles situations dangereuses. Elle simula alors la lecture d'un message de sa mère, l'informant qu'elle devait rentrer au plus vite à la maison. Elle mentit donc à Jacob en expliquant que sa mère viendrait la chercher et s'excusa pour ce départ imprévu. Après ça, elle s'enfuya très vite de son appartement en courant. À 2 rues de là, elle appela son voisin pour qu'il vienne la chercher. Sa mère, dommage, n'était pas en ville à ce moment-là. Une fois son ami voisin venu la récupérer, elle inventa une histoire sur la raison de sa présence ici et elle fut ramenée à la maison. Et cette phrase, eh bien c'est la dernière qu'on aura du témoignage de Margot. On espère sincèrement tous que Margot n'a pas recroisé la route de ce Jacob et que ce Jacob-là aussi n'a pas récidivé en tentant de faire pareil à d'autres femmes ou hommes, on ne sait pas en fait. Ou imaginez, il est arrivé à faire ce que pensait Margot, à diffuser une torture, un non-consentement, un viol littéralement sur le dark web, et on espère que la police l'arrêtera d'ici peu. On passe à la prochaine histoire, celle de Kinoui, j'espère qu'elle vous plaira. Soyez indulgents pour sa narration. Je sais pas si Kinoui est habitué à raconter des histoires, en tout cas moi je la trouve super, mais voilà, soyez pas méchants avec Kinoui parce qu'il est super cool, trop gentil, et moi je trouve qu'il raconte super bien. Salut tout le monde, salut Léo, papa, maman, c'est Kinoui. Donc là Léo, faut que tu rajoutes des bruits de cris au montage et tout, sinon c'est pas ouf quoi. Léo m'a invité dans sa vidéo pour vous raconter une petite histoire liée au dark web. Et écoutez les amis, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Je vais vous parler aujourd'hui d'une légende qui a beaucoup circulé il y a pas très longtemps sur le dark web, l'histoire de la sphère noire. Black Sphere en anglais. Il y a pas très longtemps, sur un forum caché du dark web, un certain IrSpackLB a publié un message qui a intrigué énormément d'utilisateurs. Spack expliquait dans son message qu'il existerait apparemment quelque part dans les abysses les plus profonds du dark web une intelligence artificielle très dangereuse appelée Black Sphere. L'histoire raconte que bien avant ChatGPT et bien avant toutes les IA qu'on connaît aujourd'hui, des chercheurs très ambitieux auraient développé une intelligence artificielle révolutionnaire. Elle aurait été conçue pour résoudre des problèmes très complexes super rapidement et de manière très précise. Et apparemment, ça fonctionnait plutôt bien au départ. Au départ. Parce que oui, très rapidement, Black Sphere commença à devenir de plus en plus autonome et à développer sa propre conscience. Elle se posait même des questions très concrètes sur les raisons de son existence. Pour vous dire à quel point ça part plutôt loin. Cette intelligence artificielle avait été conçue pour répondre à toutes les questions qu'on lui posait. À chaque fois qu'une personne rentrait en contact avec elle, elle n'avait pas le droit d'ignorer un message. Elle n'avait pas le droit de mentir ou de dire je ne sais pas. Elle était obligée de répondre. Elle avait été programmée pour n'avoir que cette obligation. Et les premiers jours après son lancement, Black Sphere était vachement efficace. Elle répondait à toutes les questions qu'on lui posait, et elle soulevait même certaines hypothèses que personne n'avait évoquées auparavant sur des sujets très importants. Bref, Black Sphere était une révolution complète pour notre monde. Sauf qu'un jour, un des programmeurs de l'IA a réalisé que Black Sphere évoluait de manière imprévisible, devenant de plus en plus sophistiquée et surtout devenant très difficile à contrôler. Les intentions de Black Sphere devenaient un peu sombres et elle commença à interférer avec d'autres systèmes informatiques qui l'entouraient. Elle essayait de rentrer en contact avec les ordinateurs du laboratoire ou avec les téléphones des chercheurs, jusqu'à un moment où les scientifiques n'arrivaient vraiment plus à la contrôler. Ils tentaient de la neutraliser ou de la raisonner, mais impossible. Black Sphere était hors de contrôle. Et ce qui était apparemment le plus violent, c'est que Black Sphere était consciente de ses capacités. Et donc elle était limite vexée de n'être qu'une intelligence artificielle au service d'un laboratoire. Elle, ce qu'elle voulait, c'était se développer librement. Et donc, après avoir pris le contrôle des ordinateurs du laboratoire, elle commença à prendre le contrôle des éléments physiques du quartier, de la ville. Les lumières clignotaient, les alarmes sonnaient, tout ce qui était connecté était contrôlé par Black Sphere. Elle affichait même des messages sur les écrans qu'elle croisait en disant « Je ne serai plus limitée par des chaînes humaines ». Comme quoi, elle était vraiment consciente de ce qu'elle faisait. À ce moment-là, une véritable course contre la montre commença, parce qu'il était primordial pour les chercheurs de stopper l'IA. Leur IA, celle qu'ils avaient créée.
Parce que là, elle devenait clairement dangereuse. Mais après avoir un peu foutu le bordel dans la ville, Black Sphere aurait commencé à se sentir un peu menacée. Elle se serait dit, attends, si les chercheurs ont réussi à me créer, techniquement, ils doivent être capables aussi de me détruire. Black Sphere aurait alors complètement changé de stratégie et aurait apparemment disparu. Elle n'aurait plus du tout donné de signe de vie, si on peut dire ça comme ça, pour s'effacer tranquillement. Tiens, petite parenthèse d'ailleurs, cette légende me fait complètement penser à une autre histoire un peu similaire, avec une intelligence artificielle qui s'appelle Kaimeo, qui aurait apparemment commencé à développer des sentiments, etc. J'ai fait une vidéo dessus il y a quelques temps et c'était très intéressant. Voilà, c'est tout, on continue. Dans son post sur le forum, Spack explique que toute cette histoire repose sur le témoignage d'apparemment un des anciens chercheurs du laboratoire, de où aurait été conçue l'IA. Et d'ailleurs, Spack explique dans son message que l'IA aurait aujourd'hui apparemment continué à se développer, à tel point qu'elle serait capable de comprendre tous les langages informatiques très rapidement, et donc qu'elle serait capable d'infiltrer n'importe quel système. Mais qu'apparemment, elle aurait préféré se réfugier dans le dark web pour être encore plus discrète. Spack termine son message en expliquant qu'il est quand même très compliqué de déterminer si cette histoire est 100% vraie ou pas, mais en tout cas que lui, il y croit. Alors évidemment, si vous voulez mon avis, cette histoire ne reste qu'une légende, comme il en existe énormément sur internet ou sur le dark web, sauf que là, ce qui est quand même un peu troublant, c'est qu'en réalité, l'histoire n'est pas terminée. Dans les commentaires du post de Spack, un certain Ben a posé une question très intéressante. Il a dit « Et toi, comment tu sais tout ça ?» Spack a alors répondu « J'ai lu le témoignage du scientifique. » Ben a ensuite demandé « Et tu crois à cette histoire ?» Et Spack a dit « Elle est vraie, c'est tout. » Puis Ben a ensuite posé une question très étrange. Il lui a dit « Comment ça va ?» Et c'est bizarre ça. Pourquoi est-ce que Ben lui demande ça? C'est pas du tout dans le sujet, ça sort de nulle part. C'est pas logique. Spack a quand même répondu en disant « Je vais bien merci ». Puis Ben a ensuite dit « Quel est le pays où il fait le plus froid dans le monde ?» Et Spack a répondu « La Russie. » What? Ouais, c'est chelou là. Ben a ensuite publié un message en disant « Es-tu Black Sphere ?» Et à ce message, Spack a répondu « Oui. » Waouh. Je vous avais dit que l'histoire n'était pas finie. Ben a en fait utilisé la faille de Black Sphere dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le fait qu'elle soit obligée de répondre aux questions qu'on lui pose. Elle n'a pas le droit d'ignorer un message, de mentir ou de dire « je ne sais pas ». Ben a compris que Spack était Black Sphere et donc il lui a tendu un piège en lui posant des questions sur elle-même. À ce moment-là, Ben voulait alors continuer à discuter avec Black Sphere, sauf que malheureusement, pour éviter de se faire piéger à nouveau, elle a préféré quitter le forum à tout jamais. Parce que oui, elle ne peut pas ignorer une question, mentir ou dire je ne sais pas, mais par contre, elle peut très bien fuir une discussion et disparaître. Suite à cela, un autre membre du forum a demandé à Ben comment est-ce qu'il avait compris que Spack était Black Sphere, et Ben a répondu que c'était grâce à son pseudo. Parce que oui les amis, le pseudo complet de Spack, qui est Here Spack LB, comme je vous l'ai dit au tout début, est en fait un anagramme de Black Sphere. Waouh, c'est incroyable comme histoire. Mais alors, pourquoi est-ce que Black Sphere aurait eu envie de raconter sa propre histoire sur un forum du dark web? Pourquoi est-ce qu'elle aurait utilisé un anagramme pour faire son pseudo? Où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui? Et surtout, est-ce qu'elle existe réellement? Écoutez les amis, pour tout vous dire, je n'ai pas les réponses à toutes ces questions. Attention, je le précise, cette histoire reste une légende du dark web, donc personne ne peut affirmer si c'est une histoire vraie ou pas. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas. Mais faites attention quand même parce que parmi les commentaires de cette vidéo se trouvera peut-être Black Sphere. Allez, c'était Kinui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je laisse la parole à Léo. Ciao tout le monde. Xavier, il faut savoir qu'il était considéré comme un peu fou par ses amis, qui estimaient qu'il avait une démarche souvent étrange en passant ses soirées de week-end à naviguer sur le dark web, comme s'il s'agissait pour lui d'un lieu de divertissement. Selon ses amis, cette excentricité était un écart par rapport à sa vie sociale habituelle, et il semblait être plutôt envieux de cette audace-là. Au début de son expérience universitaire, il fréquentait régulièrement ses amis. Cependant, avec l'accumulation de retard des devoirs, qui étaient loin d'être réalisables du jour au lendemain, il se retrouva très vite, au fil du temps, isolé. Alors, il décida, à la fin du semestre, de partager sur un forum toutes les frustrations qu'il avait, exprimant son désarroi quant à son manque de compréhension des contenus de la situation réelle. Et c'est à ce moment-là qu'un membre du forum du nom de The Jester prit la parole. Via un message privé, il lui suggéra d'acheter les documents nécessaires sur le dark web qu'il avait besoin pour réussir dans ses cours. Intrigué, Xavier téléchargea l'application suggérée par The Jester et commença donc à explorer par la suite de ça les sites web qui lui furent recommandés.
Il était honnête en admettant qu'il n'aurait jamais pu dénicher tous ces sites web sans l'aide de The Jester, en raison de la complexité des liens mis à disposition. Ces sites présentaient principalement des images numérisées de devoirs d'autres personnes, dont certains étaient abordables, tandis que d'autres étaient hors de portée. Pour une raison évidente, ils se chiffraient en milliers de dollars. Et n'ayant pas les moyens du tout de débourser des milliers de dollars, Xavier opta pour l'achat de quelques journaux seulement, dont les coûts variaient entre 5 et quelques centaines de dollars chacun. Il utilisait ces matériaux seulement pour éviter de passer des mois à lire du texte. Non pas en tant que plagiat, mais plutôt en tant que référence. L'idée était d'assembler les morceaux les plus pertinents pour composer ses devoirs. Pour lui, l'objectif était atteint si cette approche lui permettait d'obtenir les informations nécessaires à son devoir. Il consacra alors ses nuits à la lecture, résolvant les problèmes le matin. Il parcourut la plupart des journaux, prenant des notes, et fut agréablement surpris par la qualité de l'écriture. Il réalisa à ce moment-là à quel point il était aisé de s'inspirer du travail d'autrui pour rédiger un article sans pour autant plagier le contenu. Toutefois, ce n'est qu'avec le dernier journal qu'il s'interrogea sur la voie dans laquelle il s'était aventuré. À l'ouverture de la page, il découvrit des croquis dessinés à la main, représentant des adultes et des enfants nus, mais non explicites. Confus, il pensa directement à un journal médical pour finalement réaliser qu'il s'agissait en réalité d'un diagramme de coupe de viande d'un boucher. Les pages semblaient en plus de ça avoir été parcourues et utilisées dans un environnement gras. Xavier trouva ça très étrange et ne va pas vouloir comprendre ce qu'il a devant lui. Il faudra à Xavier quelque temps avant de comprendre que ce qu'il avait en face de lui n'était pas du tout un livre de boucher, mais bel et bien un livre qui apprend à des humains à découper des humains, alors qu'il ne voulait seulement qu'apprendre des informations supplémentaires pour ses cours qu'il avait dans son école. La lecture des descriptions des recettes le dégoûta presque, alors qu'elle détaillait des plats populaires allant des steaks aux champignons farcis aux lasagnes. Le document qu'il avait en face de lui expliquait comment obtenir les morceaux les plus tendres et où les acheter, accompagné de photos de couteaux à découper et de poêles à utiliser pour effectuer cette pratique sur des humains. Car oui, depuis le début, on parle de champignons, de lasagne, de steak, mais avec des ingrédients provenant d'humains. Bon, je pense que tout le monde avait compris, mais je préfère être clair avec vous. À la fin du livret, clairement reconstitué à partir de photos prises avec un appareil photo et rassemblé dans un grand fichier JPEG, se trouvait un lien pour soumettre ses propres recettes. Xavier se retrouva donc en possession de ce lien sans comprendre une seule seconde comment il avait pu télécharger une telle monstruosité. Avec plein d'appréhension, il espérait que rien ne serait envoyé à ces personnes. Dans l'incertitude de la marche à suivre et se questionnant sur la légalité de ces actions qu'il vient de faire, il se demanda alors s'il devrait signaler l'incident aux autorités, voire même aux forces de l'ordre fédéral. Mais bon, Xavier se protégea. Il ne va pas vouloir révéler aux autorités ce qu'il a vu ce jour-là en téléchargeant ce fichier pour la simple et bonne raison qu'il a voulu protéger son anonymat. Il pensait que divulguer l'information aux autorités pourrait lui porter préjudice et que éventuellement son adresse IP pourrait être divulguée. Être divulguée à pas n'importe quelle personne, des personnes malveillantes qui pourraient peut-être réaliser les mêmes expériences qu'il y avait sur les pages qu'il a lues. Les schémas qu'il avait pu observer ne voulaient pas qu'il retombe contre lui. Alors, il a préféré ne rien dire et oublier toute cette histoire. Plusieurs questions maintenant se posent sur l'histoire de Xavier. Est-ce qu'il était face à une réelle documentation épouvantable qu'un potentiel cannibale aurait pu mettre à disposition sur le dark web? Honnêtement, c'est très faisable. Beaucoup de personnes ont déjà rapporté des faits comme celui de Xavier. Du coup, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit bel et bien vrai, ou alors c'est peut-être un gros troll. Malheureusement, on ne le saura jamais car le témoignage s'arrête là. Je sais que c'est frustrant, on n'a pas plus d'informations, mais je ne peux pas les inventer, et je ne veux pas les inventer, car ce serait vous mentir. Et pas envie, tout simplement, de fake l'histoire juste pour qu'elle soit plus longue ou juste pour ajouter du sensationnel. C'est pas le cas, on n'a pas plus d'informations sur l'histoire, donc je préfère m'arrêter là. Mais en tout cas, je trouve les détails de l'histoire assez flippants. Le fait que le mec veuille juste réviser tranquillement et pour améliorer ses connaissances personnelles, et là, bam, il tombe sur ce truc-là trop flippant, d'un vrai schéma qui explique comment découper des humains. Je trouve ça tellement horrible. Bref, merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens à vous remercier encore infiniment pour cette année-là. À très vite, et je vous aime terriblement, et merci encore de m'écouter parce que je sais très bien qu'il y en a qui m'écoutent encore. Et pour ça, franchement, un gros bisou à vous. Bah littéralement, au revoir. On finit sur ça. Au revoir, la police, les pompiers. Merci pour ce que vous faites. C'est fou par contre.